Et je m'appelle Georges Sifianos. Je suis né en Crète, Lacanais, ou Chania, comme on dit, en 1952. Après, c'était une ville de Provence. L'activité culturelle n'était pas vraiment très, très développée. Bien sûr, on parle maintenant, il y a plusieurs décennies avant. Aujourd'hui, c'est très, très différent. Il y a des festivals, il y a plein de choses. Mais à l'époque, ce n'était pas la même chose. Des films d'animation, je n'avais pas vu à l'époque. Il n'y avait pas la télévision, il y avait la radio. Mais de temps en temps, il y avait un cinéma ambulant qui arrivait à l'école primaire. Il fallait payer. Pour ceux qui avaient à payer un peu, sinon ils restaient dehors, etc. Bon, on a vu comme ça des films de Laurel et Hardy, de ce genre de choses. Mais ce n'était pas vraiment des films d'animation. Je n'ai pas de souvenirs de ça. Ma mère et mon père, ils étaient plutôt illettrés. Ils avaient à peine fini l'école primaire. Mais par contre, a posteriori, j'ai vu qu'une tante, il faisait des choses avec... Bon, il faisait du tricot, il faisait des tapis. Dans les villages, les femmes, elles faisaient énormément de choses comme ça à l'époque, on ne donnait pas une valeur, mais quand même, a posteriori, on voit qu'il y a une qualité dans la manière de composer les figures, etc., etc. Donc, de ce côté-là, il y a ça. Il y a une tante qui s'est pris un peu un moment de faire des illustrations, mais avec des feuilles séchées, des choses comme ça, entre art brut et puis quelque chose de cet ordre. Pareil, un oncle, quand il était assez âgé, il commençait à faire il a pris du marbre. Il aimait bien bricoler, faire plein de choses. Et à la fin, il a pris du marbre et il faisait de la sculpture sur des reliefs. Des représentations naïves, mais quand même, ce n'était pas sans une certaine qualité dans ces domaines. Mais pas dans le sens classique, dans une famille d'artistes, etc., etc. Mais je connaissais encore pas l'animation. J'avais pas vu de Disney, etc., etc. Peut-être j'avais la chance. Et à un moment, il y avait dans les cinémas studios, un cinéma d'art et essai, il y avait une semaine avec un programme de courts-métrages primés d'animation. Et je me souviens de ce programme, pratiquement tous les films. Il avait des délicieuses catastrophes de Piotr Kamler. Il y avait un film de Kijovitz, qui s'appelait Cage, il avait une autre forme. Le précédent, c'était un peu surréaliste. Celui-là, il avait un côté politique, symbolique, mais comme c'était la dictature des colonels, c'était très parlant pour moi. Et aussi, c'était le minimalisme de l'univers. Il y avait d'autres films, je n'arrive pas à me rappeler des noms, des titres, ça peut venir. Mais en ce moment, j'ai dit, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. Parce que je faisais de la peinture, je voulais faire du cinéma. Il n'y avait pas une école intéressante à l'époque à Athènes qui me donnerait la possibilité de faire du cinéma. Et quand j'ai vu ces combinaisons entre peinture et cinéma, j'ai dit, tiens, c'est ça ce que je veux faire. J'ai pris la décision d'aller à l'école des beaux-arts. Je suis entré.
J'ai réussi. C'était pas très facile. Il y avait quand même un concours assez compliqué. Il y avait... Oh, le pourcentage, peu importe. En tout cas, ce n'était pas facile d'entrer. Là, c'était le bonheur. C'était vraiment bien que c'était la dictature, c'était vraiment une période très, très intéressante, surtout au début. L'école des beaux-arts, à l'époque, c'était orienté plutôt impressionnisme et un tout petit peu autour de l'impressionnisme de Cézanne, etc. Ça n'allait pas plus loin. Mais en tout cas, ça nous a permis de pratiquer. Et puis surtout, on était dans un milieu où tout le monde s'intéressait au même sujet. Et à partir d'un moment, on rêvait vraiment, on refaisait le monde. Et cette ambiance-là, j'aimais toujours cette ambiance-là. Et cette ambiance-là, peut-être, m'a amené à vouloir faire l'enseignement plus tard. C'est-à-dire, c'était ce côté-là, on mettait en question tout et on essayait de fabriquer un monde. Petit à petit, j'ai compris que je ne voulais pas faire vraiment toute ma vie une peinture qui dépendait des gens qui vont acheter pour l'accrocher dans leur salon. Je ne voyais pas cette fonction remplir ma vie. Donc j'ai essayé d'aller un peu plus loin. L'animation entre là et le cinéma de manière générale. Bon, il fallait trouver de l'argent, je n'avais pas vraiment les moyens pour partir, etc. Mais à un moment, j'ai trouvé une école qui s'appelle CLCF à Paris. Et j'ai dit, tiens, je vais essayer de faire cette école. J'ai commencé à travailler. Je faisais simultanément avec les études 4 boulots simultanément. C'est-à-dire, j'enseignais le dessin dans une école prépa. J'ai balayé l'école le soir. La nuit, le soir, j'étais dans un théâtre, dans une pièce de théâtre où j'étais chargé de la poursuite. C'est-à-dire, c'est une espèce de projecteur qu'on éclaire un comédien qui se déplace pour certains types de spectacles. Là, en l'occurrence, il y avait ça. Et je poursuivais donc les comédiens sur certaines scènes. Et aussi, j'étais gardien de nuit du théâtre. J'ai cumulé donc 4 boulots et j'ai commencé à avoir un petit capital qui me permettrait de passer une année en France. Très bien. Vers la fin, du jour au lendemain, il y a eu une dévaluation des drachmes et j'ai perdu 10% de mon capital. Et donc, il n'y avait pas moyen de partir pour faire ces études. J'ai dit, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller faire mon service militaire, etc. Puis on verra après. Par correspondance, j'avais fait l'école du CLCF. Je suis venu, j'apprenais le français en parallèle parce que je recevais des cours en polycopié. Et je suis arrivé une première fois, j'ai passé les examens, j'ai passé la 2e année, sauf que j'ai découvert que là, il y avait quand même, il fallait être sur place, et c'était payant dans un niveau où je ne pouvais pas. Il y a des étapes, des choses avant. Avant, avec des amis, on a créé un petit groupe de cinéastes et une petite collective, c'est-à-dire chacun il mettait un peu ce qu'il avait ou ses compétences et on a essayé et on a filmé. Il y avait des gens qui ont, avec un ami, on avait une demi-bolex chacun. Il y avait quelqu'un qui avait un UR, un magnétophone.
etc. Donc, on partageait ces matériaux et on avait construit une société qui s'appelait Kiepet et on avait l'objectif de filmer des opérations chirurgicales. Je crois qu'on a filmé une, moi je n'ai pas participé à ça, j'ai fait tous les côtés graphiques, etc. Et puis les logos, les papiers de lettres, etc. Mais après c'est fini. Mais on était politiquement engagé aussi parce que c'était la dictature était tombée et c'était la période juste après. Il a eu, à un moment, le gouvernement de droite, il a voulu fabriquer une usine pétrochimique dans la lagune de Messolonghi. C'est l'aboutissement des rivières et c'est un système écologique vraiment très très important pour les oiseaux migrataires, etc. Et c'est très très fragile. Et donc, il voulait installer là-bas une usine pétrochimique parce que cette usine elle a besoin de l'eau, donc il voulait pomper de l'eau pour refroidir leurs machines. Et les habitants du coin, des villages, ils ont pris conscience et ils ont essayé de s'opposer. Et nous, on a eu contact avec eux. Et au début, c'était... on s'est organisé pour aller faire un film, un documentaire, pour expliquer aux gens de la région le problème de l'usine pétrochimique, c'est-à-dire la destruction qu'il aurait fait. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση σήμερα έρχεται απροόπτως να μας καταλάβει την περιουσία μας. Εμείς θα στήσουμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας και οτιδήποτε να αντισταθούμε. Να φύγει, να φύγει. Ce long métrage a eu le Grand Prix dans le festival de Thessaloniki et moi j'étais déjà en France juste pour 3 mois. Et il y a un télégramme qui arrive, vous avez gagné le premier prix. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce n'est pas uniquement la gloire, il y avait de l'argent sonnant et trébuchant qui m'ont permis de finir ma première année à Paris. Après, la suite, c'était un peu plus compliqué. J'ai travaillé pendant un été, j'ai ramassé encore de l'argent, j'ai emprunté de ma sœur, etc. J'ai pu finir la deuxième année, cette école de... Non, ça c'était l'école des Gobelins. CFT Gobelins, c'était l'école de l'animation. L'enseignement est venu petit à petit, c'est-à-dire déjà quand j'étais étudiant, j'enseignais dans cette école de prépa pour gagner de l'argent. Donc je savais un tout petit peu comment ça fonctionne, etc. Et c'était intéressant aussi les échanges avec les étudiants. Mais aussi j'avais un très bon souvenir de ma vie d'étudiant, bien que c'était pendant la dictature, etc. On avait des discussions passionnantes. Et on refaisait le monde. Et ça, c'était quelque chose que j'aimais bien. J'espérais trouver un lieu où on pourrait discuter, refaire le monde, vraiment. Et c'était peut-être ça la motivation principale, etc. Après, il y a des motivations du genre, un enseignant, il a un peu du temps libre pour faire aussi des films à lui ou des peintures à lui. Donc ça, c'était aussi un des éléments qui m'ont motivé. Et donc j'ai pris la décision de l'enseignement. Ce n'était pas si facile. En Grèce, j'ai fait une proposition.
j'ai essayé de trouver accès à l'école des beaux-arts pour organiser un département d'animation à l'école des beaux-arts. Ça n'a pas marché. Et à partir d'un moment, j'ai fait des propositions aussi pour Thessalonique, mais ce n'était pas facile, il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas la volonté, ce n'était pas les moments. Donc ça n'a pas marché. Et à partir d'un moment, j'ai dit OK, je vais essayer de voir en France. Donc là, au début, j'ai commencé à écrire autour de Paris à une trentaine d'écoles de beaux-arts en proposant de créer un département d'animation. À l'époque, maintenant il y a des centaines, pas des centaines, mais au moins une centaine d'écoles qui ont des départements d'animation ou qui sont dédiés. À l'époque, il y avait vraiment 3-4, rien. Donc c'était vraiment un bon moment, etc. C'était aux années 80, je suis arrivé au début de 80, je suis arrivé en France. J'ai fini la Gobelin 83. C'était à 85 à peu près. J'ai commencé un peu à avoir l'idée de m'installer. J'ai commencé à travailler par-ci par-là, chez Michel Dosselot par exemple, ou à Entracte, une société de Gérard Bélanger. Et ces écoles, la trentaine d'écoles, il y avait une quinzaine qui ont répondu avec une lettre gentille, merci, mais non, on n'envisage pas ce type de département. Les autres 15, ils n'ont jamais répondu. Et l'ENSAD, par exemple, elle n'avait pas répondu. Mais j'ai travaillé en ce moment dans la boîte Entracte de Gérard Bélanger, qui lui, il était professeur à l'ENSAD. Et comme on discute maintenant, je lui ai parlé un peu de ce que j'avais envie de faire. Il m'a dit, mais écoute, moi je vais essayer de parler au directeur des études. Et il a parlé à René Lenné, qui était directeur des études à l'époque, et il m'a fixé un rendez-vous. On a échangé, etc. Et puis il y avait encore autre chose. J'ai eu comme stagiaire, j'ai travaillé comme animateur dans la boîte d'Entracte. Et j'ai eu comme stagiaire un étudiant de l'ENSAD qui voulait faire de l'animation. Mais il n'y avait personne pratiquement pour l'aider. À l'époque, dans le passé, il y a eu un cours d'animation, mais en ce moment, il était plutôt absorbé par le secteur vidéo qui était très en vogue en ce moment. Et il était réduit à un exercice pratiquement. Donc cet étudiant, il voulait faire un film, et à un moment, il est entré dans le bureau du directeur, il a tapé la main sur la table, il dit mais moi j'ai besoin de quelqu'un, trouvez-moi quelqu'un. Et le directeur lui dit mais proposez-nous un nom. Et il a proposé mon nom puisque c'était mon stagiaire. De cette manière, j'ai décroché un premier contrat de 3 mois pour encadrer, pour aider Lionel Richeran. Salut Lionel. Et cet étudiant, il n'y avait pas d'équipement, il n'y avait pas où aller. On s'est trouvé dans la cafette de l'école. La cafette, elle était à l'entrée de l'école. Donc, il y avait beaucoup de gens qui passaient, qui écoutaient, qui s'installaient, etc. Au bout d'un moment, je me suis trouvé à suivre, bénévolement comme ça, 4-5 autres projets. Il y avait des gens qui voulaient faire de l'animation.
il y avait des personnes que je les amenais dans ma chambre de bonne pour faire des line tests chez moi, parce qu'il n'y avait pas d'équipement, etc. Donc là, c'était janvier, j'ai commencé. Au début, à la fin de l'année, c'était l'année scolaire, c'était le mois de mai. Et en ce moment, il y a eu 18 signatures qui ont été réunies demandant au directeur de créer un département d'animation. Et à la rentrée, on a commencé, j'ai décroché donc une vacation pour une année pour encadrer les nouveaux départements qui étaient en rapport avec la vidéo, mais il était indépendant. On n'avait rien. Il y avait, je me souviens, des piles de papier sur des tabourets, etc. N'empêche, on a commencé à travailler de cette manière. Petit à petit, on a essayé de s'équiper. On a acheté un bon titre, on a réparé des appareils qu'on avait. Et puis, il y avait les recrutements après d'autres professeurs, François Darras, qui était à Gobelin, qui était très compétent dans les équipements, etc. C'était une référence pour l'équipement à l'époque. Un peu plus tard, oui, c'est un peu plus tard, il y avait Serge Verny. Et petit à petit, on s'est mis ensemble et on a organisé un programme un peu plus cohérent, etc. Avant, moi, je devrais essuyer les plâtres. J'avais dessiné les premiers équipements, les tables de dessin, donner un peu de budget, faire des listes des équipements, faire des listes de cours, etc., etc. Et puis, après, à partir d'un moment, on a commencé à travailler collectivement et ça a évolué de cette manière. Les anciens étudiants, il y a un certain nombre qui sont devenus maintenant très très connus. Il y a d'autres que j'ai perdu leurs traces. Il y a certains autres qui on se croise de temps en temps sans être vraiment très très connus, sans pour autant ne pas avoir de la valeur. Cette école n'orientait pas vraiment tous les étudiants dans un profil similaire. Et je peux donner des exemples comme ça qui me viennent à la tête. Je n'avais pas envie trop de citer des noms parce que je fais tort aux autres qui n'arrivent pas à ce moment. Mais comme Sébastien Lodenbach, par exemple, qui est très à la mode. Maintenant, il a fait deux films qui ont eu un grand succès, etc. Il prépare encore, bon ça c'est un scoop, il prépare encore un nouveau film, il va finir bientôt. Voilà, Sébastien Lodenbach. Maintenant, il fait référence. Il y a Jérémy Clapin. Il y a 2, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus combien. Il a fait un excellent film. J'ai perdu mon corps. Il y a beaucoup d'autres que j'aurais envie de me rappeler comme ça. Fier, j'aime pas le mot fier, je suis content. Je suis content pour eux, content de notre rencontre, de leur évolution. Ceci dit, ils sont des gens quand même, ils n'ont pas tout ce qu'ils sont devenus, ils ne sont pas dus à nous, leurs profs. Ils étaient déjà quand même en une bonne voie, ils avaient des questionnements, ils avaient une culture, etc. Ça, c'était quelque chose qui était en plus. Je ne sais pas s'il n'y avait pas cette rencontre, qu'est-ce qu'ils auraient fait. Ils auraient fait quelque chose d'important, certainement, mais peut-être dans un autre domaine. Tiens, je pense maintenant à Marie Pacou. À un moment, elle avait quelque chose,
Elle n'était pas très bonne étudiante, tiens, elle ne nous écoute pas. C'est-à-dire, elle ne fréquentait pas beaucoup l'atelier. Et à un moment, elle arrive, elle me dit, j'ai ce petit texte. Un jour, un homme est entré dans mon ventre. Le lendemain, etc. J'ai dit, Marie, mais ça peut faire un très bon film. Si je comptabilise les films que j'ai faits personnellement, ça fait 6 films d'animation et un film de long métrage documentaire. Le premier, c'est Smile, qui est un film que j'ai fait en 1974. And now, smile. Je ne savais pas grand-chose. Et en ce moment, il y avait quelqu'un en Grèce, Thodoros Maragos, qui avait fait 2 films contre la dictature en plus, qui avait un succès énorme. Et à un moment, j'ai pris tout mon courage, je suis allé à une soirée, je lui ai frappé la porte. Il m'a reçu très très gentiment. Salut Thodore. Yasu Thodore, il ne parle pas français forcément. Et il m'a fait cadeau les livres de Preston Blair, etc. Et j'ai commencé petit à petit, il m'a montré la première fois, on est allé dans un tournage qu'il faisait, j'ai vu pour la première fois un banc-titre, etc. Donc, j'ai commencé un peu à partir de là. Après, c'était Odeur de ville. Odeur de ville, c'était plus élaboré. C'était quand je suis arrivé à Paris. Dans ces films, je ne pouvais pas acheter des celluloses, ça coûtait énormément cher, etc. Et ça donnait quelque chose de lisse, que ça ne me plaisait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des calques, des papiers calques. J'ai constaté que quand tu mets une tache d'huile sur le calque, ça devient transparent. Donc, je n'ai pas mis de l'huile parce que c'était salissant, mais j'ai trouvé que les vernis qu'on met au-dessus de peintures à l'huile pour les restaurer, pour les protéger, qui étaient assez purs, si on les mettait sur les papiers calques, ça devenait un peu transparent. Si on les mettait de 2 côtés, ça devenait bien plus transparent. Si on soulevait un peu ces calques, ça créait une espèce de flou et que ça créait une espèce de profondeur de champ. Donc, j'ai développé toute une technique à partir de là. Et le calque, il avait l'avantage où je pouvais faire une couleur générale par la partie arrière et revenir sur le dessus qui était, les crayons pourraient adhérer, tandis que dans un cellulose, ça n'adhère pas. Et je pouvais faire une texture un peu comme je le voulais. Voilà, c'était ça l'objectif. Donc ça, c'était Odeur de ville. Il a été montré à la Mostra de Venise. Il y a Tutu, qui est un film de 26 minutes. Les graphismes, c'était à l'origine, ce n'était pas à moi, c'était à Pascal Dallet, qui se faisait appeler Pacal. Et au début, c'était une série de plusieurs courts-métrages de 2 minutes à peu près. Moi, j'ai commencé à travailler comme animateur. Mais petit à petit, comme Pacal n'avait pas vraiment d'expérience de réalisation, je me suis trouvé, ou d'animation, je me suis trouvé à diriger l'équipe, etc. Et donc, à partir d'un moment, on a décidé de les signer ensemble. Et on a remodelé, c'était plus une série,
mais il est devenu un film de 26 minutes avec début, milieu et fin, etc. Et donc... Après, c'est le film de marionnettes, qui est un film de danse, avec... Là je prenais un peu... L'idée vient d'un graffiti que j'ai vu un moment dans la rue qui écrivait « C'est moi » avec un accent circonflexe, c'est-à-dire « je suis là ». Et c'était cette idée-là que je voulais développer avec la danse, avec des marionnettes, etc. Je me suis inspiré du théâtre de marionnettes japonais Bunraku, où il y a un marionnettiste et les marionnettes apparentes. Ça, c'était la première idée. Ça ne marchait pas comme je le voulais. Finalement, ça a évolué. C'est devenu quelque chose d'autre. Celui-là, il n'avait pas énormément de succès. Un ami m'a dit que ce n'était pas très sexy. C'est-à-dire, c'était peut-être un peu cérébral. Après, il y a du temps qui est passé, j'ai fait l'écrivain aveugle. Là, ça commence avec un poème que j'avais écrit. Ça commence, c'est des films un peu plus matures pour moi. Égoïste, opportuniste, individualiste. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Et ton point de vue. Et ton point de vue. Et son point de vue. Point de vue. Ça coïncide un peu avec ma liberté parce que je ne suis plus à l'école, donc je n'ai pas la charge de l'enseignement, j'ai tout mon temps. Je n'ai pas besoin d'énormément d'argent. Et si j'ai envie de faire quelque chose, je peux aller jusqu'au bout. Voilà, c'est donc quelque chose de différent. Et en attendant, l'écrivain aveugle, comment c'était l'idée? C'est quelque part, ce que j'enseignais aux étudiants, c'était un peu la continuité, la cohérence entre la totalité de ceux qui font leur sujet jusqu'à la forme, etc. Et parmi les exercices que je leur donnais, c'était de dessiner et d'animer après, sans regarder, en aveugle donc. Et comme le sujet de mon film, c'était pratiquement la phrase de Socrate, je sais une chose que je ne sais pas grand-chose. En ida uden ida. C'était un peu cette idée-là que je voulais développer. Donc j'ai dit, tiens, je voyais les résultats que ça donnait aux étudiants et j'ai dit, OK, je vais assumer la même technique, pas comme un exercice, mais voir un peu si en regardant pas, en contrôlant pas le graphisme, qu'est-ce que ça peut donner. Je voyais que ça donnait un assez libre, assez expressif, mais je n'étais pas sûr que je pourrais aboutir à un film jusqu'au bout. Et vraiment, il y a un moment où j'étais surpris de la continuité, parce que tiens, ça c'est quelque chose de très important, je pense. Théoriquement, notre vision, j'ai constaté que notre vision
c'est fait une espèce de sélection. C'est-à-dire, comme lui, si on est dans un vacarme et on parle avec quelqu'un et on veut se concentrer sur ce qui dit lui, on fait abstraction du bruit à l'extérieur et on se concentre. La vision, c'est un peu la même chose. J'ai fait par exemple un moment un danseur qui saute. Tous les dessins, ils sont un tout petit peu de manière, vont dans tous les sens. Mais s'il y a un seul dessin qui trouve la bonne position, notre cerveau s'appuie là-dessus et elle valorise cette position et sous-valorise le reste. Elle prend un repère sur cette position. Et donc, c'est notre cerveau qui établit une continuité, une cohérence. Alors, comment les idées arrivent? Ça, c'est une bonne question, mais je n'ai pas une bonne réponse. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment une manière, une idée surgit, une idée fondamentale surgit à un moment, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire, par moment, on a des bonnes idées, on a une bonne idée, on dit, tiens, ça c'est intéressant, qu'est-ce que ça peut donner? Peut-être ça peut rester dans un tiroir 1 ou 2 ou 3 ans sans rien faire. Et après, il faut la garder en tête, la retravailler, c'est-à-dire elle revient, elle reste toute seule. Si on a le confort du temps pour penser à ça en permanence, sans avoir des distractions qui soient, parce qu'on doit faire un boulot, se concentrer à autre chose, etc., cette idée-là, elle va revenir. Et petit à petit, à un moment, hop, il y a quelque chose d'autre qui arrive et que ça se goupille. Et c'est de cette manière que les idées arrivent. Donc, pour le dernier film, je ne me souviens pas. C'est la continuité du film précédent. Il y a petit à petit des notes qui s'accumulent. À un moment, le film précédent, l'écrivain aveugle, c'était avec du crayon noir. Mais j'avais fait des tests en couleur. Je les ai mis de côté parce que ça ne collait pas. Mais j'ai dit, je vais essayer de pousser plus loin ça. Et j'ai fait plusieurs tests avec des peintures à l'huile, de l'aquarelle, des crayons colorés, etc., de peintures de transparence avec des vernis pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur. Et les idées s'accumulent. Après, il y avait les poèmes. Dans les précédents, j'avais écrit moi-même les textes. C'était un poème. Quel est le sujet? Les barbares. Barbare, le mot barbare, il a un double sens. Au début, c'est plutôt à l'Antiquité, ça signifiait plutôt la manière que les anciens Grecs entendaient parler quelqu'un qui ne comprenait pas ce qu'il disait. Il parlait barbare. Comme on pourrait dire quelque chose d'équivalent. Petit à petit, comme c'était les étrangers, donc, au début, mais sans être péjoratif, c'était plutôt amusant, c'était plutôt un peu drôle. Parce que pour chacun, l'autre, c'était barbare. Il faisait la même chose. Petit à petit, il est devenu péjoratif. Et plus tard, c'était quelqu'un qui était pas cultivé, un côté brut, etc. Et Cavafy, il garde un peu cette ambiguïté. Il pose la question, on est dans une cité où les gens, apparemment, il y a un empereur, il y a une élite dirigeante, il y a un parlement. Mais apparemment, ça stagne. Et ils attendent les barbares. Mais ils ne savent pas qui sont. Ils ne savent pas si c'est vraiment
une menace ou si c'est un espoir. Et ils attendent. Et puis tout le monde est excité, même l'empereur il est excité, il a mis ses beaux vêtements, il est assis devant la grande porte pour les attendre. Et puis la journée passe et les barbares ne sont pas là. Et les doutes commencent à s'installer. Et certains qui viennent des frontières, de loin, ils disent que peut-être les barbares n'existaient pas. C'est aux barbares d'arriver aujourd'hui. Et le poème termine, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire sans les barbares? Ces gens-là étaient peut-être une solution, c'est-à-dire cet espoir du renouvellement, etc., etc. Cette ambiguïté du sens du barbare, c'était la base. Petit à petit, avec ma manière de collecter des images, des impressions, des mouvements de danse, des univers colorés, etc., j'ai commencé à avoir un matériau et il fallait l'organiser un peu plus. Et petit à petit, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui émergeait. C'était les migrants qui se noient par milliers dans la Méditerranée. Et quelque part, cette idée a réorienté les films. Elle est devenue un peu sa conclusion au moins, parce qu'au début, il y a d'autres allusions. Il y a les problèmes écologiques de la fonte de glace, il y a les jeux vidéo, il y a les clowns présidents d'une grande puissance pour ne pas les nommer. Donc, qui est le barbare finalement? Ceux qui se noient ou ceux qui sont la cause de leur noyade, etc., etc. C'est un peu ça le sujet. Il reste ouvert. Chacun il peut interpréter des choses, comprendre ou pas comprendre. Et maintenant, και τώρα, και faisons-nous? Τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους? Ces gens-là étaient sans doute οι άνθρωποι αυτοί une solution. Les films précédents en écrivant l'écrivain aveugle, c'était noir et blanc et c'était tout en aveugle, avec ce graphisme expressionniste. En attendant les barbares, j'avais envie de couleurs. J'ai commencé à tester beaucoup de techniques d'approche de couleurs, de graphisme. Une autre chose qui était importante, c'était qui s'est imposé petit à petit. Je ne peux pas dire pourquoi exactement, mais il y a des choses qui sont plus de l'ordre de la réflexion, qui sont plus abstraits, et il y a d'autres qui sont plus concrets. Quelqu'un de noyé, je ne sais pas si on se rappelle des petits Thaïlands qui étaient à un moment dans la côte, dans une côte à côté que la mer a fait sortir au bout de la mer, qui a touché tout le monde, et après, très vite, ça a été oublié. Et il y a quelque chose de très cru. Donc ça, il fallait le donner d'une certaine manière. Et j'ai pris la décision d'essayer d'osciller entre l'expressionnisme d'un côté et le naturalisme de l'autre. Le naturalisme, la possibilité, c'était filmer des choses, ce qui est quand même assez photographier des choses, avoir un peu ces textures naturalistes,
ou le faire avec une technique d'animation qui est la plus proche, la rotoscopie, le décalque. Et donc j'ai essayé, j'ai développé plusieurs grades entre l'extrémité de la rotoscopie que j'ai réservée pour les migrants quand ils sont vivants, et l'expressionnisme du trait libre de l'animation en aveugle, qui est dans beaucoup d'autres scènes, comme les dernières scènes des migrants quand ils sont noyés déjà, ils sont comme des algues sous la mer. Alors il y a beaucoup de choses qui entrent en lice en faisant un film. Et il y a parfois des choses jubilatoires, parfois il y a des choses rébarbatives, ennuyantes. Qu'est-ce que je préfère? J'aime beaucoup les moments de « Ouah !» quand je trouve quelque chose. Ça passe souvent sous la douche le matin. Ou les moments où je vais m'allonger, etc. J'ai à côté de mon lit des papiers, des crayons pour noter tout de suite. Parfois, j'allume le téléphone et je note sous les couvertures pour ne pas réveiller Françoise à côté. Et donc ça, c'est un bon moment. Parfois, quand je suis entré dans les processus de dessin, il y a des moments où on prend vraiment du plaisir. Quand on commence à s'oublier. Si j'arrête pendant un moment, après j'ai un mal fou à entrer dans le dessin. Mais je me force, je me fouette pour entrer. Donc c'est un tout petit peu un rapport entre amour et haine, je pourrais dire. Il y a de très beaux moments et il y a de très mauvais moments. Mais bon, il faut faire avec. Je n'utilise pas les mots retraite, je les déteste. Maintenant que j'ai plus d'obligations de gagne-pain, si on peut dire, encore que l'enseignement, ce n'était pas uniquement un gagne-pain, c'était une fréquentation, c'était une créativité, c'était transmettre quelque chose, etc. C'était surtout transmettre aussi, avoir des ressources, de l'air imaginaire, etc. Mais n'empêche, ça nécessitait énormément de temps, de s'occuper d'eux. Donc j'avais beaucoup moins de temps pour moi. Et aujourd'hui, j'ai la totalité de mon temps dans le rythme que je veux. Donc, pendant la période du Covid, par exemple, le matin, c'était, je me lève, je lis, j'écris une pièce de théâtre, par exemple, ou j'écris de la théorie. Je donne des conférences à gauche, à droite, dans différents endroits du monde. Je continue à réfléchir. J'aime bien réfléchir. Ça garde éveillé, c'est très important. Donc ça c'est le moment où le cerveau il est plus clair. Après, à un moment, je me fatigue un peu avec ça. Je passe au côté dessin. La réflexion, peut-être, ça concerne aussi le film avant. Ce n'est pas uniquement des... Mais dans les côtés animation, il y a des côtés techniques, mécaniques, et il y a des côtés plus créatifs. Je ne sais pas, il faut perforer des choses ou faire des intervalles, disons. Ce n'est pas quelque chose qui détermine, etc. Ou trier le dessin d'une vidéo que j'utilise comme modèle ou étalonner quelque chose. C'est des travaux qui... il a pas mal une partie mécanique. Donc, si je me sens bon, en bonne situation pour dessiner, je me lance au dessin. Si ce n'est pas très
je ne suis pas très en forme, j'ai fait des travaux mécaniques. Donc il y a ça, et je passe l'après-midi. Pendant longtemps, et quand je peux, je fais aussi du bricolage. Et ça, c'est aussi important. C'est-à-dire, tant qu'il y avait des trous sur les murs, etc., j'ai fait comment on appelle ça, pas du plâtre, mais de l'enduit, oui, mais sur le mur, où j'ai fabriqué les sols, etc. C'est-à-dire le côté manuel. Et c'est comme ça que j'évolue, à la fois la réflexion sur différents thèmes. Maintenant, je travaille par exemple sur les kitsch. J'ai commencé pour une conférence quelque part. Petit à petit, ça devient un petit livre. Peut-être que ça finira, peut-être jamais. Je travaille aussi, je prolonge un peu des choses qu'intuitivement j'enseignais. Par exemple, entre les sensibles et l'intelligible. C'est-à-dire ce qu'on ressent et ce qu'on comprend, etc. Il y a différentes choses qui me préoccupent parce que je trouve parfois des notes qui datent de décennies. Et j'ai dit, tiens, mais j'ai pensé à ce moment-là à ça. Là, maintenant, j'ai le temps de réfléchir à nouveau, etc. Donc, c'est un tout petit peu ça, le programme qui bouge dans un sens ou dans l'autre. Alors, les projets à venir, il y a 2 projets. Il y a un qui est devenu un tout petit peu plus concret parce que je connais les thèmes et j'ai écrit aussi un texte, un poème Bon, un des problèmes que j'observe, etc., c'est l'individualisme. Et à l'opposé, c'est la dialectique, c'est les rapports, c'est ce qui se passe entre les images, comme il disait Maclaren. Et j'ai fait, tiens, ça c'est quelque chose qui est très important, j'ai découvert dans la frise du Parthénon de l'animation, et il y a un contenu très important là-dedans. J'ai fait pendant 10 ans, j'ai fait un travail, et pour moi c'est un guide, c'est-à-dire l'aspect dialectique, les rapports entre tout ce qui intervient, l'écologie par exemple, maintenant, qui est très problématique, un problème très important. C'est un enchaînement de choses qui l'un influence l'autre. Donc c'est un sujet qui est très important. Et qu'est-ce qui se passe entre deux? Comment on établit les rapports? Quel type de rapports on établit? C'est un tout petit peu là-dessus qui parle ces projets. C'est un poème, ça sera de la danse et ça sera probablement le système que j'ai fait pour En attendant les barbares, c'est-à-dire une voix qui devient polyphonique, qui dit, qui raconte plusieurs choses en même temps, contradictoires, ou la même chose simultanément, etc. Donc ça, c'est un projet. L'autre projet, il y a bien avant, mais il reste, j'avais commencé à penser à des marionnettes. Et le sujet que je vais essayer d'intégrer, c'est, il y a un thème qui me préoccupe beaucoup, c'est la servitude volontaire. La servitude volontaire. C'est un texte qui était, je ne sais plus, de la Boétie, qui a été écrit, je ne sais plus à quelle époque, Renaissance, etc., mais qui est de l'actualité aujourd'hui. Si je vois par exemple ce qui est arrivé aux États-Unis, si je vois ce qui arrive à beaucoup de pays, et y compris en France, je redoute vraiment, dans quelques mois, je me pose la question, pourquoi les gens votent contre leur propre intérêt?
Qu'est-ce que c'est ce qui les motive? Et il faut trouver des réponses. Des réponses à ma manière. En tout cas, poser les problèmes, poser les thèmes. Ça, c'est le projet après.